Bonjour, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice de géométrie dans l'espace, de terminale, donc l'enseignement de spécialité de mathématiques. Dans cet exercice de géométrie dans l'espace, il y a toutes les notions qui sont au programme de géométrie dans l'espace en terminale. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est notamment qu'il fait appel à des pyramides, à des volumes de pyramides, un découpage de pyramides. Vous allez voir tout ça, c'est vraiment dans le cœur du programme d'enseignement de spécialité. On y va. Alors voilà le sujet, l'exercice en entier. Donc exercice légèrement modifié par rapport au sujet de baccalauréat de base. Donc il a été adapté, on vous a donné ici le volume de la pyramide puisque actuellement, généralement on vous donne le volume de la pyramide. Apprenez-le quand même par cœur, c'est bien de le savoir. Ensuite, on a rajouté ici aussi les coordonnées de P et de Q, de points qui vont intervenir pendant l'exercice, qui à la base n'étaient pas donnés, mais si jamais on se trompe sur ces coordonnées, eh bien, ça rend faux toute la suite, donc on a décidé ici de vous les donner directement. On y va. Alors, on démarre par la partie A. Donc, dans la partie A, on vous dit un calcul de volume sans repère. Très, très important, c'est sans repère. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser de repères, donc de coordonnées. Puisque généralement, en géométrie dans l'espace, on aime bien se servir de coordonnées. Mais là, pas le droit. On nous dit, on considère une pyramide équilatère SABCD, donc elle est représentée ici. On vous dit que c'est une pyramide à base carrée dont toutes les faces latérales sont des triangles équilatéraux. D'où le nom de pyramide équilatère. Donc, ça veut dire que la base, vous voyez ici, c'est une pyramide un petit peu comme en Égypte. On peut voir en Égypte. Si on la soulève et qu'on regarde la trace que laisse la pyramide au sol, eh bien, on va voir dessiner un carré. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une pyramide à base carrée. Et donc, on vous dit ici, équilatère, ça veut dire que les faces latérales, donc par exemple BCS, par exemple ABS, eh bien, ce sont des triangles équilatéraux. Des triangles équilatéraux, petit rappel, c'est des triangles pour lesquels tous les côtés ont la même longueur. Voilà. On vous dit, les diagonales du carré ABCD mesurent 24 cm, donc ça veut dire que de A à C, il y a 24 cm, et de B à D, il y a 24 cm. On note O, le centre du carré ABCD. Le centre d'un carré, je vous rappelle, c'est l'intersection, le point d'intersection des diagonales du carré. Et on admettra, chose importante, que OS est égal à OA. Voilà. OS égale OA. Première question, nous dit sans utiliser de repères, démontrer que la droite SO est orthogonale au plan ABC. Donc en gros, que la droite SO est orthogonale à la base de la pyramide, donc au plan dans lequel se trouve le carré de la base de la pyramide. On se lance là-dedans. Alors, j'ai commencé par vous reproduire la figure sur GeoGebra pour voir un petit peu mieux ce qui se passe et pour désigner les différents côtés. Ici, on vous a dit que la pyramide était équilatère à base carrée. Donc, on a dit ABCD est un carré et équilatère, ça veut dire que ici, les longueurs de tous les segments que j'ai tracés en rouge sont égales. Vous voyez, SBC, c'est un triangle équilatéral. ABS est un triangle équilatéral. ADS est un triangle équilatéral. Et SDC est un triangle équilatéral. Voilà, donc il y a 4 triangles équilatéraux là-dessus. Le but est de montrer, je vous rappelle, que la droite SO est orthogonale au plan ABC. Petit point stratégie, lorsque vous voulez démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan, eh bien, il va falloir démontrer que cette droite est orthogonale à deux droites du plan qui ne sont pas parallèles entre elles. Donc ici, par exemple, SO, pour démontrer que SO est orthogonale au plan ABC, eh bien, il va falloir montrer que SO est orthogonale à deux droites du plan ABC qui ne sont pas parallèles. Donc, par exemple, AC et BD. AC et BD ne sont pas parallèles et sont bien dans le plan ABC. Donc, si j'arrive à prouver que SO est orthogonale à chacune de ces deux droites, ça voudra bien dire que SO est orthogonale au plan ABC. Voilà, ça c'est pour la stratégie. J'insiste bien sur le fait qu'il faut être orthogonal, qu'il faut que la droite soit orthogonale à deux droites du plan. Être orthogonale à une seule droite du plan ne suffit pas. Par exemple, imaginons que vous arriviez à prouver que la droite SO est orthogonale à la droite AC. Eh bien, la droite SO pourrait très bien être positionnée comme la droite DB. La droite DB, puisque vous êtes dans un carré ici, eh bien, la droite DB est orthogonale à la droite AC. Donc, quand vous prouvez qu'une droite est orthogonale à AC, on peut très bien être dans le cas où c'est la droite
DB. Et dans ce cas-là, la droite DB, vous voyez bien qu'elle n'est absolument pas orthogonale au plan ABC. Il ne suffit donc pas d'être orthogonal à une droite du plan pour être orthogonal au plan. Par contre, il faut être orthogonal à deux droites du plan qui ne sont pas parallèles. Et là, obligatoirement, c'est-à-dire que votre droite est orthogonale au plan. Alors, pour montrer que SO est orthogonal à AC et à BD, eh bien, en fait, je vais me servir de ce qu'on m'a dit sur le fait que la pyramide est équilatère. Je n'ai pas le droit de me servir du produit scalaire. Pourquoi? Parce que quand vous vous servez du produit scalaire, enfin, plutôt, vous n'avez pas le droit de vous servir du produit scalaire avec la formule analytique, c'est-à-dire avec les coordonnées dans un repère orthonormé. Vous n'avez pas le droit puisque la question vous l'interdit. On vous a dit sans repère. Donc, sans repère, ça veut dire sans coordonnées et donc sans cette fameuse formule qui nous sert tant. Eh bien, on va observer que ici, les longueurs de tous les segments en rouge sont égales. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que si je me place dans le triangle SAC, eh bien, vous avez la longueur SA qui est égale à la longueur SC. Voilà, triangle SAC, je vous l'ai représenté ici. Je vous ai mis en vert SA et SC puisque ce sont deux côtés qui ont la même longueur, puisque je vous rappelle qu'ils étaient tous les deux en rouge sur la figure juste avant. Donc, ça veut dire qu'on a face à nous un triangle isocèle. SAC est isocèle en S. Je vous rappelle qu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc là, on est bien dans ce cadre-là. Alors attention, AC, lui, visiblement, n'a aucune raison de mesurer la même longueur que SA et SC. Donc on n'est pas dans un triangle équilatéral. Ici, on est simplement dans un triangle isocèle, deux côtés de même longueur, avec le sommet principal qui est le sommet S. Alors, on va se servir d'une propriété vue au collège dans la géométrie, dans un plan, et sur les droites remarquables d'un triangle, ici d'un triangle isocèle. Il se trouve que dans un triangle isocèle, eh bien, la hauteur et la médiane issues du sommet principal, ici S, eh bien, sont une seule et même droite, c'est-à-dire qu'elles sont confondues. Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse droite SO? Eh bien, dans le triangle SAC, je sais déjà que SO, en fait, c'est la médiane issue de S. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médiane? Petit rappel, la médiane issue d'un sommet dans un triangle, eh bien, c'est la droite qui passe par le sommet, par le milieu du côté opposé. Or, le milieu du côté opposé, je sais déjà que c'est O, puisque O, je sais que c'est le centre du carré ABCD. Donc, être le centre d'un carré, c'est être le milieu des deux diagonales. Donc, ça veut dire que comme on a appelé O le milieu des deux diagonales, O, c'est bien le milieu de AC. Donc, ça veut dire que la médiane issue de S du triangle SAC, c'est en fait la droite SO. C'est la droite qui passe par S et par le milieu du côté opposé, donc O. Donc, SO est la médiane du triangle SAC. Or, on sait que dans un triangle isocèle, eh bien, la médiane issue du sommet principal est aussi la hauteur du triangle SAC issu du sommet principal. Donc, ça veut dire qu'en fait, SO, dont on sait que c'est la médiane issue de S, eh bien, c'est aussi la hauteur issue de S. Et qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? Eh bien, une hauteur issue d'un sommet dans un triangle, eh bien, c'est une droite qui passe par le sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, on sait que SO, qui est une hauteur du triangle SAC, eh bien, SO va être perpendiculaire à la droite AC. On va donc avoir un angle droit ici formé par ces deux droites. Ça nous donne cela. Nous avons bien prouvé que la médiane du triangle SAC issu de S n'était autre que SO, puisque la longueur AO est égale à la longueur OC. Ensuite, nous avons prouvé que SO allait être perpendiculaire à AC, puisque finalement, on sait que médiane et hauteur issues du sommet principal sont confondues, et qu'une hauteur, eh bien, c'est la droite qui passe par le sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, nous savons que nous avons un angle droit ici. Nous venons donc de prouver que SO était orthogonal à la droite AC. Reste à prouver que SO est aussi orthogonal à une deuxième droite du plan ABC qui n'est pas parallèle à la droite AC. Nous allons faire ça avec la droite BD. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela avec la droite BD? Eh bien, finalement, il suffit de remarquer que là, dans la pyramide, on a pris ce triangle isocèle-là, mais on peut très bien prendre le triangle SBD, qui est, si on tourne la pyramide, on va se retrouver exactement avec la même situation que SAC pour SBD. Donc, avec un raisonnement analogue, eh bien, on va pouvoir ici
prouver que, en fait, eh bien, SO est aussi perpendiculaire à BD, puisque SO va être à la fois hauteur et médiane issue du sommet S dans le triangle SBD qui est isocèle en S. Donc, on va avoir un angle droit également ici. On a donc la droite SO qui est orthogonale à deux droites du plan qui ne sont pas parallèles, la droite AC, la droite BD. Donc, ça veut dire que SO est orthogonale au plan ABC. Alors là, pour l'instant, tout ce que je vous ai raconté, c'est à l'oral. Donc, on va essayer de rédiger ça proprement à l'écrit comme on pourrait le faire sur une copie. Et donc, on va commencer par le triangle SAC. Donc, la pyramide SABCD est équilatère. Donc, on peut dire que SA est égal à SC. Donc, les longueurs SA et SC sont égales, les deux longueurs vertes ici. Donc, le triangle SAC est isocèle en S, puisqu'un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc, SA étant égal à SC, SAC est isocèle en S. De plus, O est le centre du carré ABCD. Donc, O est le milieu du segment AC. Attention, segment, c'est entre crochets, on est le milieu d'un segment, on n'est pas le milieu d'une longueur. Donc ici, il faut bien les crochets autour. O est le milieu de AC, puisque finalement, AC était une diagonale du carré ABCD. Pas besoin de le préciser. À partir du moment où vous avez dit que le carré, c'était ABCD, eh bien, il va de soi que les diagonales sont AC et BD. Il ne peut pas en être autrement. Donc, O est le milieu de AC, ce qui veut dire que la droite SO, donc droite, c'est entre parenthèses, c'est la médiane issue de S du triangle SAC, puisque SO passe par S et par O, le milieu du côté opposé. Or, dans un triangle isocèle, la médiane issue du sommet principal est aussi la hauteur issue de ce sommet. Donc, cela veut dire que la droite SO, qui était la médiane issue de S, eh bien, la droite SO est la hauteur issue de S du triangle SAC. Donc, on peut en conclure que la droite SO est perpendiculaire à la droite AC. Encore une fois, droite, donc, parenthèse, autour de AC. Voilà, c'est la propriété d'une hauteur, ça passe par le sommet, c'est perpendiculaire au côté opposé. Ici, le côté opposé, c'est le côté AC, donc ça veut dire que SO est perpendiculaire à AC. J'ai donc prouvé qu'il y avait bien l'angle droit en bleu ici. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec le triangle SBD. Donc, c'est ce qu'on appelle un raisonnement analogue en mathématiques, c'est-à-dire que la structure du raisonnement va être la même, il y a simplement des noms de sommets qui vont changer. Donc, vous réécrivez ça, soit vous dites par un raisonnement analogue, on peut prouver que SO est perpendiculaire à BD, si vraiment vous voulez la faire courte et que vous avez bien rédigé pour le premier triangle isocèle, on pourrait se permettre de faire ça. Soit sinon, on recopie à nouveau ça en faisant sur le triangle SBD. Donc moi, je vais corriger en vert ce qu'on devrait dire pour le triangle SBD. Donc vous recopiez pareil. La pyramide SABCD est équilatère. Donc, cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser à SA et SC, mais on va s'intéresser à SB et SD. Donc, SB égale SD. Donc, le triangle SAC, ce n'est plus SAC, nous, ce sera SBD. Donc, SBD est isocèle en S. De plus, O est le centre du carré ABCD. Donc, O est le milieu de, non pas AC cette fois-ci, mais de BD, l'autre diagonale en fait. Donc, de BD, qui est un segment, donc décroché autour. Donc, SO est la médiane issue de S du triangle. Ce n'est plus SAC, mais SBD, celui qui était en rouge sur la figure ici. Donc, SBD. Or, dans un triangle isocèle, la médiane issue du sommet principal est aussi la hauteur issue de ce sommet. Donc, SO est la hauteur issue du sommet S dans le triangle SBD. Donc, SO est perpendiculaire non pas à AC pour nous, mais cette fois-ci à BD. Donc, à la droite BD.
Voilà, c'est ça un raisonnement analogue, c'est-à-dire que ça revient juste finalement à changer les lettres, mais la structure reste complètement la même. Donc de temps en temps, on se permet de dire, par un raisonnement analogue, je peux montrer que SO est perpendiculaire à BD. Et si vous avez bien détaillé le premier, eh bien on vous croit sur parole. Si par contre votre premier raisonnement est déjà un petit peu bancal, eh bien on ne va pas vous croire sur parole. On va se dire, vous essayez de gagner un petit peu de temps parce qu'en fait, vous ne voyez pas trop comment faire. Du coup, on reprend, donc j'efface et je vais écrire mes deux conclusions. SO est perpendiculaire à BD et celle qui était marquée juste avant, c'était que SO est perpendiculaire à AC. Donc SO est perpendiculaire à la fois à AC et à BD, donc c'est mes deux conclusions de mes deux raisonnements analogues qu'on a vus juste avant. Or, les droites AC et BD sont des droites qui sont non parallèles et qui sont bien dans le plan ABC. Donc cela suffit à dire que SO est une droite orthogonale au plan ABC. Voilà pour cette première question. Pour la deuxième question, bien, on nous demande d'en déduire le volume en centimètres cubes de la pyramide SABCD. Donc volume de la pyramide, la formule est rappelée ici. On y va. Donc le volume de la pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base multiplié par la hauteur. Alors il faut identifier qui est la base pour pouvoir calculer l'aire et qui est la hauteur pour pouvoir calculer, pour pouvoir connaître la hauteur de la pyramide. Donc la base de la pyramide, on a dit que c'était le carré, donc le carré ABCD. Donc il va falloir que je calcule l'aire du carré ABCD. Donc l'aire du carré ABCD, eh bien ça va être, donc l'aire d'un carré c'est côté fois côté, donc c'est le côté au carré, donc c'est AB fois AD, ce qui revient à dire AB au carré. Donc finalement, le volume de la pyramide, ça va être 1/3 de l'aire du carré, qui vaut côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré, c'est-à-dire AB au carré. Donc c'est 1/3 de la longueur AB mise au carré, multiplié par la hauteur de la pyramide. Et la hauteur, ici, on a dit que c'était SO. Voilà. Je veux donc le volume de la pyramide ici en centimètres cubes. Donc il va falloir ici que je cherche les longueurs, la valeur des longueurs ici en centimètres pour avoir un volume en centimètres cubes. Donc je recherche ce que vaut en centimètres la longueur AB, ce que vaut la longueur SO. Alors la longueur SO, on sait déjà que SO est égal à OA. Alors si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que c'est tout simplement écrit dans l'énoncé. Vous retournez voir comment a été construite la pyramide, on dit bien que SO est égal à OA. Donc si j'arrive à trouver OA, eh bien finalement, j'aurai la longueur SO. Donc si j'écris ça, ça va me donner tout simplement que c'est 1/3 de AB au carré multiplié par, et SO, en fait, j'ai qu'à dire que c'est la longueur OA. Comme ça, si j'arrive à calculer la longueur OA, eh bien, c'est gagné. Alors, la longueur OA, est-ce que je peux la connaître? Quelle est la seule longueur qu'on me donnait dans cet exercice? Alors, on va remontrer l'énoncé. La seule longueur qu'on m'a donnée en centimètres, eh bien, en fait, c'est la longueur des diagonales du carré ABCD. On m'a dit qu'elle mesurait 24 cm. Donc, autrement dit, AC et BD sont des longueurs qui valent 24 cm. Donc, si AC et BD valent 24 cm, ça veut dire que AO, ici, qui vaut la moitié de la longueur AC, eh bien la longueur AO vaut la moitié de 24 cm. Donc si on rédige cela, eh bien on va dire que O est le milieu du segment AC, donc crochet autour. Donc la longueur OA, longueur pas de crochet, la longueur OA c'est la moitié de la longueur AC. Donc la moitié de 24, ce qui fait 12 cm pour OA. Donc là on a trouvé, ça vaut 12. Maintenant, il va falloir que je trouve la valeur de AB. Pour calculer la longueur AB qui nous manque, donc il y a deux méthodes. Moi, celle que je vais utiliser, je vais utiliser le triangle AOS. Le triangle AOS, effectivement, c'est un triangle rectangle en haut. Alors, pourquoi rectangle? Eh bien, puisqu'on a prouvé que SO était perpendiculaire à AC, donc en particulier à AO. Et ensuite, on sait que SO est égal à OA. Ça, c'est écrit dans l'énoncé. Depuis le début, on le sait. Les deux longueurs sont égales. Donc, comme je sais que OA vaut 12 cm, je sais aussi que OS vaut 12 cm.
je suis désormais dans un triangle rectangle en haut. Je peux donc appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur AS qui me manque. On aurait pu faire exactement le même raisonnement dans le triangle OAB. Alors, je n'ai pas choisi OAB parce que j'ai choisi OAS puisque en fait, il est vraiment face à nous et donc on voit bien l'angle droit alors qu'on aurait un petit peu moins bien vu l'angle droit pour le triangle ABO. Mais on peut faire exactement pareil. Le triangle ABO est rectangle en haut et il est même isocèle en haut puisque OA et OB sont des longueurs qui sont égales. Ce sont une moitié pour chacune d'entre elles, c'est la moitié de la longueur de la diagonale, ce qui fait 12 cm. Donc en fait, on va avoir exactement le même calcul que dans le triangle AOS. Moi, je vais me placer dans le triangle AOS. Donc AOS est rectangle isocèle en haut, avec OA qui est égal à OS et qui est égal à 12 cm. OA égale OS égale 12 cm, puisqu'on a vu juste avant qu'OA valait 12 cm. Donc, d'après le théorème de Pythagore, AS au carré est égal à OA au carré plus OS au carré. Donc, c'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse qui est AS, eh bien, c'est égal au carré de OA plus le carré de OS. Ce qui nous donne 12 au carré plus 12 au carré, puisque OA était égal à OS est égal à 12 cm. Donc, ça nous donne 144 plus 144, ce qui nous donne 288. Donc, AS au carré est égal à 288. Or, la longueur AB est égale à la longueur AS. C'est pour ça qu'on calculait la longueur AS. C'était parce qu'en fait, on voulait AB. Car ABS est équilatéral. Donc, ABS, je vous rappelle, c'est le triangle qui est une des faces de la pyramide. Donc, SAB, donc ABS, triangle équilatéral. Je vous remets les petites couleurs en rouge. Et donc, on a bien, vu qu'on a trouvé AS, en fait, on a trouvé AB. Alors, notre but, c'était de calculer la longueur, on a dit AB, pour la mettre au carré. Mais en réalité, si j'arrive à trouver directement le carré, peut-être pas besoin de calculer AB, si j'arrive à trouver AB au carré. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous, on voudrait bien AB pour appliquer la formule, mais en fait, dans la formule, on a AB au carré. Donc, autant calculer AB au carré, puisque on sait que AB vaut pareil que AS, et on connaît le carré de AS. Donc, si on connaît le carré de AS, comme AB vaut AS, eh bien, on connaît le carré de AB. AS au carré, c'est pareil que AB au carré, puisque AS égale AB. Carré de ça, c'est le carré de ça. Donc finalement, AB au carré dont on a besoin dans la formule, il est déjà calculé, c'est 288. Donc si ça vous fait plaisir, vous pouvez dire AS au carré vaut 288, donc ça veut dire qu'AS vaut la racine carrée de 288. Ok, donc AB vaut la racine carrée de 288 et après vous mettez dans le calcul. Mais si vous voulez esquiver cette étape de la racine carrée, vous pouvez dire que AS au carré vaut 288, mais que AS au carré vaut pareil que AB au carré dont on a besoin ici. Donc, ça veut dire que AB au carré, dont on a besoin, va être égal à 288. Donc, en fait, je peux remplacer directement dans la formule qui est là par 288. Donc, moi, ce que je vais faire, j'ai plus de place. Vous, normalement, vous faites ça en dessous. Moi, je vais effacer ça puisque j'ai plus de place et je vais reprendre le calcul qui est là. Alors, vous, comment vous rédigez? Vous écrivez en dessous, vous réécrivez la dernière ligne, V égale 1 tiers de AB carré fois OA et vous allez remplacer comme je vais le faire. Donc, j'efface ça. Et donc, je reprends mon calcul. Ça y est, c'est effacé. Je reprends le calcul. J'obtiens donc 1 tiers fois, donc AB au carré, on a dit que c'était 288, fois OA, on a dit que c'était 12. Ce qui nous donne 1152. Donc, c'est un volume. Et comme toutes les longueurs étaient données en centimètres, eh bien, ça nous donnait des centimètres cubes. Donc, le volume de la pyramide SABCD est de 1152 centimètres cubes. Voilà pour cette partie A. Donc, vous voyez, très géométrique, de la géométrie de collège mélangée avec un petit peu de celle de terminale, puisque c'est dans l'espace. Mais à partir du moment où on se retrouve dans des triangles, on a parlé de médiane, de hauteur, on a parlé du théorème de Pythagore. Donc, tout ça, ce sont des formules de collège, en fait, tout simplement. Donc voilà pour cette partie A. On passe à la partie B qui est beaucoup plus formule de terminale, donc qui
peut un peu moins vous déstabiliser. Et donc au passage, vous vous rendez bien compte de l'utilité de tout ce qui est coordonné dans l'espace pour les raisonnements, puisque on va pouvoir redémontrer, on pourrait redémontrer les mêmes choses que ce qu'on a fait là, mais dans un repère, et ça vous semblerait beaucoup plus simple et beaucoup plus court que de donner tous les arguments qu'on donne là. Donc vous voyez ce qu'on vous a appris avec les coordonnées, avec les équations de plan, les représentations paramétriques de droite, tout ça, ça paraît très compliqué, mais finalement, vous voyez que ça sert à simplifier énormément tous les raisonnements, puisque dès qu'on n'a pas le droit au repère, eh bien vous voyez, ça nous donne des raisonnements qui sont plus élémentaires géométriquement parlant, c'est-à-dire que ça fait appel à des théorèmes plus simples, que vous avez vus plus jeunes, mais finalement, ça ne prend pas moins de temps. Alors pour la partie B, cette fois-ci, c'est dans un repère. Donc on considère le repère orthonormé O, OA, OB, OS. On note P et Q, donc des points dont on vous donne les coordonnées, qui sont les milieux respectifs des segments AS et BS. Donc on vous donne le milieu des segments AS et BS, et on vous donne les coordonnées. Alors vous voyez, le repère, c'est O, OA, OB, OS. Donc on a O qui va être l'origine du repère, OA qui va définir ici notre référence pour les abscisses, OB, notre référence pour les ordonnées, et OS, notre référence pour la cote. Première question qu'on nous donne, c'est justifier que le vecteur n de coordonnées 1, 1, 3 est un vecteur normal au plan PQC. Voilà. Donc, question de vecteur normal à un plan. Alors, il faut parler stratégie pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan quand vous ne connaissez pas l'équation cartésienne du plan, puisque là, PQC, on n'a pas l'équation cartésienne de ce plan. Eh bien, il va falloir montrer que votre vecteur dont vous pensez qu'il est normal au plan, eh bien, il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires qui dirigent le plan. Alors ici, vous avez le choix, hein, il faut prendre deux vecteurs du plan. Donc, comme le plan s'appelle PQC, on n'a qu'à prendre PQ et PC, par exemple. Donc, si vous arrivez à prouver que le produit scalaire entre n et PQ vaut 0 et que le produit scalaire entre n et PC vaut 0, eh bien, ça veut dire que finalement, n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, puisque votre plan s'appelle PQC, ça veut dire que PQ et PC ne sont pas collinéaires, mais bon, on pourra toujours le vérifier grâce aux coordonnées. Eh bien, si vous arrivez à prouver ça, ça voudra dire que n est orthogonal, enfin est normal au plan PQC. On y va. Donc, dans le repère orthonormé OA, OB, OS, alors pourquoi je mets cette phrase-là? Parce que déjà, je vais parler de coordonnées. Donc, quand on parle de coordonnées, il faut au moins préciser une fois dans quel repère on se place. Ensuite, je parle du repère orthonormé, puisque la formule du produit scalaire que je vais utiliser, la formule analytique, celle avec les coordonnées, vous savez, xx' plus yy' plus zz', eh bien, c'est une formule qui n'est vraie que dans les repères orthonormés. Donc, normalement, vous devez bien spécifier que vous êtes dans ce cadre-là pour pouvoir appliquer votre cours. Je vais vouloir calculer le produit scalaire de n avec PQ. Alors, n, je le connais, on m'a donné les coordonnées dans l'énoncé. Par contre, je ne connais pas les coordonnées de PQ. Donc, dans un premier temps, je vais calculer les coordonnées du vecteur PQ. Pour les coordonnées du vecteur PQ, il va falloir que je prenne les coordonnées du point Q et que je retire les coordonnées du point P. Alors là, je regarde dans mon énoncé les coordonnées de P et les coordonnées de Q. Il suffit que je remplace maintenant. Donc, coordonnées de Q, c'est 0, 1,5, 1,5. Et donc, il faut que je retire les coordonnées de P qui sont 1,5, 0, 1,5. 1,5, 0, 1,5. Donc, finalement, eh bien, ça veut dire que PQ a pour coordonnées, donc je fais mes petits calculs, 0 moins 1,5, moins 1,5, 1,5 moins 0, 1,5, et 1,5 moins 1,5, 0. Donc, j'ai les coordonnées du vecteur PQ. Je vais pouvoir calculer le produit scalaire de n avec PQ et essayer de vérifier s'il vaut 0. Si ce produit scalaire ne vaut pas 0, eh bien, ça veut dire que le vecteur n, déjà, ne peut pas être normal au plan PQC. Je calcule. Donc, n scalaire PQ, je vous rappelle que je vais utiliser la formule analytique, c'est-à-dire que je vais multiplier les abscisses des deux vecteurs, je vais additionner la multiplication des deux ordonnées et je vais additionner la multiplication des deux cotes. Donc, quelle est l'abscisse du vecteur n? L'abscisse du vecteur n, je vous rappelle, c'est 1, 1, moins 3.
Donc, ça va être abscisse du vecteur n fois abscisse du vecteur PQ. Donc, moins 1,5. Plus ordonnée du vecteur n, donc 1, fois ordonnée du vecteur PQ, donc 1,5. Plus cote du vecteur n, donc moins 3, fois cote du vecteur PQ, donc 0. Voilà, cette formule-là, je vous le rappelle, elle n'est valable que dans un repère orthonormé. Donc, il faut vraiment l'avoir dit. Vous pouvez tomber sur des correcteurs pointilleux qui pourraient vous retirer des points pour ne pas l'avoir signalé. Et entre guillemets, il pourra avoir raison, hein, puisque sinon, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Alors, une fois moins 1,5, ça donne moins 1,5, plus une fois 1,5, donc plus 1,5, plus moins 3 fois 0, donc plus 0, moins 1,5 plus 1,5, cela nous donne 0. Donc, vecteur n scalaire vecteur PQ eh bien, est égal à 0. Donc, ça veut dire que n et PQ sont orthogonaux. Je vais essayer de prouver que n scalaire PC, cette fois-ci, vaut aussi 0. J'ai donc besoin des coordonnées du vecteur PC. Donc, le vecteur PC, pour calculer coordonnées, c'est coordonnées de C moins coordonnées de P. Alors, les coordonnées de C, eh bien, il va falloir les trouver. Donc, où se trouve le point C sur la figure? Eh bien, il se trouve là. Je vous rappelle que le repère, c'est O, OA, OB, OS. Donc, pour aller en C en partant de O, eh bien, il faut que j'applique une translation de vecteur OC. Vecteur OC, je vous rappelle que c'est pareil que le vecteur AO. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au repère O, OA, OB, OS, eh bien, le point C, il se trouve, selon OA, eh bien, il se trouve à moins 1. Selon OB, il se trouve à 0. Et selon OS, il se trouve à 0. En effet, pour aller de O à C, il suffit que j'applique moins une fois le vecteur OA. Et je serai directement en C si j'étais en O. Donc, ça veut dire qu'en fait, le vecteur OC est égal à moins OA. Donc, ça veut dire que le point C a pour coordonnées moins 1, 0, 0. Donc, coordonnées de C, moins 1, 0, 0. Il faut que je retire aux coordonnées de C les coordonnées du point P. Les coordonnées du point P, eh bien, elles sont données, je vous rappelle, dans l'énoncé, c'est 1,5, 0, 1,5. Donc, 1,5, 0, 1,5. Donc, cela veut dire que le vecteur PC a en fait pour coordonnées, alors, moins 1, moins 1,5. Alors ça, pour faire le calcul, il faut que tout le monde soit au même dénominateur, des demi. Donc, moins 1, c'est moins 2 sur 2. Donc, moins 2 sur 2, moins 1 sur 2. Donc, ça fait moins 3,5. Moins 3,5 pour l'abscisse. 0 moins 0, donc 0 pour l'ordonnée. Et 0 moins 1,5, donc moins 1,5 pour la cote. À partir de là, je vais calculer le produit scalaire entre n et PC. N, je vous rappelle, a pour coordonnées 1, 1, moins 3. Donc, n scalaire PC, c'est égal à abscisse de n, 1 fois abscisse de PC, moins 3,5, plus ordonnée de n, 1 fois ordonnée de PC, 0, plus cote de n, moins 3, fois cote de PC, moins 1,5. Cela nous donne 1 fois moins 3,5, moins 3,5, plus 1 fois 0, 0, plus moins 3 fois moins 1,5. Alors, moins par moins, ça va bien donner plus. Et 3 fois 1,5, donc 3,5. Moins 3,5 plus 3,5, 0. On a donc que le produit scalaire de n avec PC est en fait égal à 0. Donc, on a que le produit scalaire de n avec PQ vaut 0 et que le produit scalaire de n avec PC est égal à 0. Donc, on va bien signaler pour la forme, or PQ et PC ne sont pas collinéaires, parce que je vous rappelle, pour montrer que le n est orthogonal au plan PQC, il faut montrer que n est orthogonal à deux vecteurs qui dirigent le plan, mais qui ne sont pas collinéaires. Donc, je précise bien que PQ et PC ne sont pas collinéaires. Alors, soit vous le dites, car vous le voyez sur les coordonnées des deux vecteurs, elles ne sont pas proportionnelles.
soit vous dites rien parce que comme le plan s'appelle PQC, si on l'appelle PQC, c'est que PQ et PC ne peuvent pas être collinéaires. Et donc, n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de PQC. Donc, eh bien, n est normal au plan PQC. Voilà pour cette question. On passe à la question suivante. Alors dans la question suivante, donc la question 1b, eh bien, on nous demande d'en déduire une équation cartésienne du plan PQC. Alors, pour déterminer une équation cartésienne de plan, il me faut deux choses. Il me faut un vecteur normal. Donc ici, ce sera le vecteur n, puisqu'on vient de prouver que le vecteur n était normal au plan PQC. Et ensuite, il me faut un point du plan. Et donc ici, vous avez le choix. Le point, comme le plan s'appelle PQC, vous pouvez choisir le point P, le point Q ou le point C. Donc moi, je vais choisir le point P, par exemple. Et donc, je vais travailler ici avec le point P. Ce n'est pas forcément le plus simple pour les calculs. De temps en temps, si vous observez les coordonnées de Q et les coordonnées de C, elles sont plus simples. Et donc, c'est peut-être mieux de les utiliser. Alors, faites attention. Les points P et Q, les coordonnées étaient données dans l'énoncé. Le point C, vous avez dû les trouver tout seul. Donc, faites attention. Si vous utilisez les coordonnées du point C, il faut que vous soyez sûr de ce que vous aviez trouvé comme coordonnées pour le point C. Car si vous vous êtes trompé pour les coordonnées du point C et que vous les utilisez, eh bien, ça veut dire que vous allez vous tromper à nouveau dans cette question. Donc, attention, de temps en temps, quand vous avez le choix, il vaut mieux choisir un point qui a des coordonnées un peu plus compliquées, mais dont vous êtes sûr et certain, puisque c'est l'énoncé qui vous a donné les coordonnées, plutôt que de choisir un point qui a des coordonnées plus simples, puisqu'on a vu que C avait pour coordonnées -1, 0, 0, donc c'est extrêmement simple, c'est bien pour les calculs, mais le risque, c'est qu'on se soit trompé sur ce -1, 0, 0, et auquel cas, ici, on va à nouveau pouvoir perdre des points. On y va, donc le vecteur normal, on va choisir n, et le point du plan, on va choisir p. Donc je rappelle tout ça dans ma rédaction. N est normal au plan PQC, P appartient au plan PQC, et donc j'en déduis une équation cartésienne. Donc la formule du cours pour trouver une équation cartésienne, le début, je vous avais dit, on démarre comme ça, AX plus BY plus CZ, et A, B et C vont correspondre, donc les coefficients A, B et C vont correspondre aux coordonnées du vecteur normal qu'on a choisi. Donc nous, on a choisi 1, 1, moins 3. Donc finalement, le A vaut 1, le B vaut 1, et le C vaut moins 3. Donc plus C devient plus moins 3, donc ça va être moins 3z. Et donc, de l'autre côté du égal, donc pour l'instant, ce ne sera pas réellement une équation cartésienne, puisque dans une équation cartésienne, eh bien, il faut qu'il y ait 0 de l'autre côté. Pour l'instant, nous, ça ne va pas être le cas, mais on va trouver l'équation cartésienne équivalente à celle qu'on est en train d'écrire. Je recopie exactement la même chose. X, donc une fois x, c'est x, plus une fois y, moins 3 fois z, en remplaçant x, y et z par les coordonnées du point P. Donc, ça va faire une fois 1/2, plus une fois... Alors, si vous utilisez cette méthode, écrivez bien tout, même si c'est une fois et que vous dites « Ah, je peux faire ça rapidement », écrivez bien tout pour que le correcteur reconnaisse que c'est une formule que vous aviez dans votre cours. Cette formule, elle n'est pas forcément donnée dans tous les cours de maths d'élèves de terminale. Donc, il faut bien l'appliquer proprement, qu'on ne se dise pas que vous avez, je ne sais pas, trouvé, enfin comment vous auriez pu trouver autrement d'ailleurs, mais bon, voilà, que ça fait partie de votre cours et donc c'est pour ça que vous le rédigez ainsi. C'est parce que votre professeur l'a rédigé ainsi. Donc au final, j'ai recopié ça en remplaçant x, y et z par les coordonnées de P. 1/2, 0, 1/2. Je mets que cette équation est équivalente, puisque des équations sont équivalentes, à une fois x, donc c'est x, plus une fois y, donc y, moins 3 fois z, donc moins 3z, égale, là je calcule, une fois 1/2, c'est égal à 1/2, plus une fois 0, ça fait 0, donc ça fait 1/2 moins 3/2. Donc 1/2 moins 3/2, ça fait plus que moins 2/2, et moins 2/2, en fait, c'est moins 1.
Donc finalement, cette équation est équivalente à, pour la mettre sous forme d'une équation cartésienne, je vais m'arranger pour obtenir 0 dans le membre de droite. J'obtiens x plus y moins 3z plus 1 égale 0. Et donc là, on a une équation cartésienne du plan qui se trouve ici. Ça n'est pas la seule. Si vous voulez une autre équation cartésienne de ce même plan, ce qu'il suffit de faire, c'est de choisir un autre vecteur normal. Donc par exemple, de prendre un vecteur normal qui serait forcément proportionnel, collinéaire au vecteur normal que vous connaissez déjà. Pour trouver un vecteur normal collinéaire à celui-là, il suffit de multiplier tous ces coefficients, par exemple par 4. Vous obtiendrez un nouveau vecteur normal au plan. Et donc, ce que ça va changer dans l'équation, c'est que tout va être ici multiplié par 4. Donc, tous les coefficients, ça fera 4x plus 4y moins 12z plus 4 égale 0. Voilà. Donc, en soi, toutes ces équations cartésiennes que vous pourriez trouver en changeant le vecteur normal seraient des équations cartésiennes équivalentes à celle-là. Voilà, mais ce n'est pas scrupuleusement la même, c'est pour ça qu'on dit qu'il y en a plusieurs. Voilà pour cette question 1b. On avance. Pour la question suivante, la question 2, on nous dit soit H, le point du plan PQC, tel que la droite SH est orthogonale au plan PQC. Donnez une représentation paramétrique de la droite SH. Alors vous pouvez essayer de voir sur le graphique comment ça se passe, mais on peut très bien faire sans voir ce qui se passe, puisque finalement, on est guidé par les questions. Donc, donner une représentation paramétrique de la droite SH. Donc, dans ma tête, je pense à mon cours et à ce dont j'ai besoin pour obtenir une représentation paramétrique de droite. Pour trouver une représentation paramétrique de droite, j'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite et d'un point qui appartient à la droite. Donc, voilà ce qu'il faut que je trouve pour la fameuse droite dont on me parle. On me parle de la droite SH. Donc, puisque la droite s'appelle SH, je ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un point qui appartient à la droite, puisque j'ai le choix entre S et H. Alors, parmi ces deux points S et H, il faut quand même peut-être que je fasse attention, puisque il y en a peut-être un des deux que je ne connais pas encore. Le point H, visiblement, il n'est pas sur ma figure, il est difficile à imaginer, donc je vais plutôt penser au point S. Le point S, si je regarde un petit peu mon graphique, eh bien, le point S se trouve au sommet de la pyramide. Ça veut dire que je peux trouver ces coordonnées dans le repère de mon exercice O, OA, OB, OS. Donc, le point S, comme il se trouve ici au-dessus de O, et surtout comme le repère est celui-là, eh bien le point S a pour coordonnées 0 en abscisse, puisqu'on ne se déplace pas selon OA, 0 en ordonnée, puisqu'on ne se déplace pas selon OB, mais par contre en cote, le point S se situe à 1. Donc les coordonnées de S sont 0, 0, 1. Donc déjà, j'ai le point de ma droite, j'ai le point S de coordonnées 0, 0, 1. Par contre, il va falloir que je trouve un vecteur directeur de la droite. Pour l'instant, a priori, je ne l'ai pas. Je pourrais me dire, je vais prendre le vecteur SH qui va diriger la droite. Le problème, c'est que le point H, pour l'instant, la seule chose qu'on sait sur lui, eh bien, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que le point H, c'est le point d'intersection entre le plan PQC et la droite qui passe par S et qui est orthogonale au plan PQC. Donc pour l'instant, je ne connais pas ces coordonnées. Et d'ailleurs, comment m'assurer que je ne connais pas ces coordonnées? Regardez la question suivante. La question 2b, c'est calculer les coordonnées du point H. Donc ça veut dire que on ne connaît pas les coordonnées du point H. Visiblement, on peut faire la question sans se soucier des coordonnées du point H puisqu'on nous les demande après. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas passer par le vecteur directeur qui serait SH et qui dirigerait effectivement bien la droite SH. Donc on oublie cette méthode de passer par le vecteur SH. On doit donc s'en sortir autrement pour trouver un vecteur directeur de cette droite SH. Alors on réfléchit un petit peu à comment est construite cette droite SH. Et dans l'énoncé, on nous dit que c'est une droite qui passe par S et qui va être orthogonale au plan PQC. Donc, qui dit orthogonale au plan PQC, dit que si je connais un vecteur normal au plan, ce qui est le cas, le vecteur n, eh bien finalement, ce vecteur normal est un vecteur directeur de la droite SH, puisque H, je vous rappelle que c'est le point du coup d'intersection du plan et de cette droite orthogonale. Donc je vais me servir du vecteur n comme
vecteur directeur de cette droite SH. Voilà, j'ai mon vecteur directeur, j'ai le point, je vais pouvoir appliquer la formule qui va me donner la représentation paramétrique de la droite SH. Alors bien sûr, il faut dire tout ça, hein. Il va falloir dire que n qui est orthogonal au plan, que n qui est un vecteur normal au plan, et bien en fait va diriger la droite SH puisqu'elle est orthogonale au plan. On écrit tout ça. Donc je commence par le point S en disant que le point S, eh bien, de coordonnées 0, 0, 1, appartient à la droite SH, ça va sans dire, hein, puisque la droite s'appelle SH. Le vecteur n est normal au plan PQC, et la droite SH est orthogonale au plan PQC. Donc, n est un vecteur directeur de la droite SH. J'ai le point, j'ai le vecteur directeur, j'applique la formule de mon cours. Donc, une représentation paramétrique de SH est donc, x, y, z égale. Je vais recopier les coordonnées du point de référence que j'ai choisi qui sont 0, 0, 1. Donc, 0, 0, 1. Et à ça, je dois rajouter les coordonnées du vecteur directeur, donc 1, 1, moins 3, multiplié par le paramètre que je choisis, si je choisis de l'appeler t par exemple. Donc ça va me donner ça, avec t, finalement, qui balaye R. Pour que, ici, j'ai tous les coordonnées des points de la droite qui défilent devant moi. Donc, finalement, si j'écris ça de manière un petit peu plus simple, ça me donne x égale 0 plus 1t, donc ça fait x égale t, y égale 0 plus 1t, donc y égale t également, et z égale 1 plus moins 3t, donc 1 moins 3t. Toujours avec t qui balaye R. Voilà pour la représentation graphique, la représentation paramétrique de la droite SH. Donc j'ai dit là, mais c'est celle que j'ai trouvée moi, hein, mais c'est une représentation paramétrique parmi toutes les représentations paramétriques qui existent. On en arrive donc à la question 2b, justement, on en a parlé juste avant, c'est calculer les coordonnées du point H. Alors pour trouver les coordonnées du point H, il faut se poser la question, qu'est-ce que le point H a de particulier? Comment je pourrais trouver ces coordonnées? Et donc on nous a dit que le point H, en fait, il y avait le plan PQC, il y avait une droite qui était orthogonale au plan PQC et qui passe par S. Cette droite orthogonale au plan PQC va couper le plan PQC, va l'intersecter, et donc l'intersection va être un point qui est le point H. Donc en fait, le point H, il est défini comment? Il est défini comme appartenant à cette fameuse droite. Alors nous, on l'a appelé SH, hein, mais on aurait pu l'appeler delta. Et donc appartenant à la droite delta et également au plan PQC, puisqu'un point d'intersection, c'est un point qui appartient aux deux objets à la fois. Donc, qui dit point d'intersection dit système. On va créer un système dans lequel on va mettre toutes les contraintes qui se font sur le point H. Les contraintes du point H, c'est d'appartenir à la droite SH. Donc, c'est que son X, son Y et son Z doivent être égaux à... ils doivent vérifier la représentation paramétrique de la droite SH. Donc, on avait dit X égale T, Y égale T, Z égale 1 moins 3T. Et H est également dans le plan PQC. Donc, ça veut dire que ces coordonnées à H doivent vérifier l'équation cartésienne du plan que vous avez trouvé pour PQC, c'est-à-dire que son X plus son Y moins 3 fois son Z plus 1, ça doit être égal à 0, puisque ça, c'est l'équation cartésienne du plan PQC que vous avez trouvé dans la question 1, dans la question 1b. Donc, X, Y, Z, les coordonnées du point H, doivent vérifier ce système. Je vais résoudre ce système à l'aide de systèmes équivalents. Vous avez l'habitude sur ce genre de questions, pour trouver le point d'intersection entre une droite et un plan, hein, on réinjecte x, y, z à l'intérieur de l'équation cartésienne afin d'obtenir une équation dans laquelle j'aurai qu'une seule inconnue qui serait t. Alors on fait, donc si je remplace x par ce qui vaut en fonction de t, x c'est t, donc ça fait t, plus y, mais y c'est également t, donc ça fait plus t, moins 3z,
mes z, c'est 1 moins 3t, donc j'écris bien des parenthèses, 1 moins 3t, voilà, plus 1 égale 0. Et donc maintenant, j'ai une équation ici avec une seule inconnue qui est t. Je vais donc pouvoir la résoudre et trouver ce que vaut t. Une fois que j'aurai trouvé ce que vaut t, eh bien, je remplacerai t par la valeur que j'ai trouvée et ça me donnera les coordonnées x, y, z du point H. Alors, si je ne veux pas écrire 15 systèmes dans ma résolution, parce que c'est un petit peu long, vous voyez, à chaque fois, je suis obligé de recopier ces lignes-là, par exemple, qui ne me servent pas. Bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, on va compter combien il y a de t en tout dans cette équation. Donc, il y en a un là, donc ça en fait 2, ça se fait 2t. Ensuite, je vais avoir moins 3 fois moins 3t. Donc, moins 3 fois moins 3t, bah, les moins vont me donner un plus. Donc, ça va me donner en fait 9t. Donc, j'ai 2t plus 9t que je vais trouver grâce au développement. Donc 2t plus 9t, ça fait donc 11t. Et les 11t, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir à côté? Je vais avoir moins 3 fois 1, donc moins 3, et plus 1, donc ça va me donner moins 2. Donc ça donne 11t moins 2 égale 0. C'est donc équivalent à... Que va valoir t? Donc si 11t moins 2 vaut 0, ça veut dire que 11t vaut 2, et ça veut dire que t vaut 2 onzièmes. Donc je peux déjà inscrire que t égale 2 onzièmes. Hop, je décale un petit peu plus pour que vous y voyez quelque chose. Ensuite, du coup, je vais reprendre ici x, y et z, et je vais remplacer t par 2 onzièmes. Donc j'ai que x va être égal, donc x va aller t, donc x vaut 2 onzièmes, pas trop de suspense. Y va aller t aussi, donc y vaut également 2 onzièmes. Et z, alors z, lui, c'était égal à 1 moins 3t, donc z va être égal à 1 moins 3 fois 2 onzièmes, ce qui va faire 1 moins 6 onzièmes. 1, c'est 11 onzièmes, donc ça va faire 11 onzièmes moins 6 onzièmes, ce qui va faire 5 onzièmes. Donc finalement, je me retrouve avec z qui vaut 5 onzièmes. Du coup, on a les coordonnées du point H qui sont 2 onzièmes, 2 onzièmes, 5 onzièmes. Petite phrase de conclusion, donc H a pour coordonnées 2 onzièmes, 2 onzièmes, 5 onzièmes, et on a fini la question 2b. Cela nous amène à la question 2c. Dans la question 2c, on nous dit montrer alors que la longueur SH en unité de longueur est 2 racine de 11 sur 11. Donc en gros, il faut calculer la longueur SH. Voilà. Donc nous, ça tombe bien puisque on vient de trouver dans la question 2b les coordonnées du point H. Donc on va pouvoir s'en servir. Alors première chose, la formule que vous allez utiliser pour calculer la distance SH en unité de longueur, eh bien, c'est la formule avec la racine carrée, ici, de la différence des coordonnées au carré. Donc, xh moins xs au carré, plus yh moins ys au carré, plus zh moins zs au carré. Cette formule, elle n'est vraie que dans un repère orthonormé. Il faut bien le préciser avant quand vous l'utilisez, pour montrer que vous avez bien compris d'où venait cette formule. Donc ensuite, eh bien, on va remplacer xh et xs par ce qu'ils valent. Alors, on se rappelle que eh bien, s a pour coordonnées 0, 0, 1, on l'avait lu sur la figure, et que h a pour coordonnées 2 onzièmes, 2 onzièmes, 5 onzièmes, c'est ce qu'on vient de prouver dans la question 2b juste avant. Donc je remplace, alors racine carrée 2, je vais remplacer toutes les coordonnées par ces nombres-là. Donc xh, je le fais avec vous, ça donne 2 onzièmes moins xs qui vaut 0 au carré, plus yh, 2 onzièmes, moins ys qui vaut 0 au carré, plus zh, donc 5 onzièmes, moins zs qui vaut 1 au carré. Voilà, donc on a cette formule qui s'applique. Au niveau du calcul, eh bien, au niveau du calcul, on va obtenir qu'on a la racine carrée de
Alors, il faut calculer parenthèse. Alors, 2 onzièmes moins 0 au carré, eh bien finalement, ça nous donne 4 sur 11 au carré, donc 121. Plus, ici, on a 2 onzièmes au carré, donc 4 sur 121. Et ici, on a 5 onzièmes moins 1. Alors, 1, c'est 11 onzièmes. Donc, ça fait 5 onzièmes moins 11 onzièmes. Donc, en fait, ça fait moins 6 onzièmes. Mais au carré, donc ça va faire, donc le moins va devenir un plus au carré. Donc 6, ça va être 36. Donc, ça va faire 36 sur 121 quand on met cette fraction au carré. Donc, ça fait 36 sur 121. Donc au final, quand j'additionne toutes ces fractions, qu'est-ce que j'obtiens? Faites attention à ce que votre racine carrée descende bien jusqu'en bas de votre fraction. Donc ça fait 4 plus 36, donc ça fait 44 sur 121. Donc c'est la racine carrée de 44 sur 121. Donc au final, eh bien, on va essayer de simplifier cette racine carrée. Alors ça va nous donner, alors je le fais sur le côté, hein. Donc ça va me donner racine de 44 divisé par la racine carrée de 121. Vous avez le droit de découper votre racine comme ça quand l'opération à l'intérieur c'est une division ou une multiplication. La racine carrée de 121, eh bien c'est 11. 121 avait été obtenu avec le 11 au carré. Donc ça nous donnait 11 au dénominateur. Et la racine carrée de 44, eh bien 44 ça s'écrit 4 fois 11. Donc en fait c'est la racine carrée de 4 fois 11. Donc, racine carrée de 4 fois 11. Et comme racine de 4, eh bien, donc là, vous avez une multiplication. Hein. Donc, racine carrée de 4 fois 11, en fait, ça fait la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 11. Le tout sur 11. Et la racine carrée de 4 vaut 2. Donc, finalement, ça va nous donner 2 fois la racine de 11 sur 11. 2 fois la racine carrée de 11 sur 11. Si vous tapez ça sur votre calculatrice, de toute façon, elle va vous donner le résultat, mais il faut que vous compreniez un petit peu d'où ça vient. Donc déjà, racine carrée de 44 sur racine carrée de 121. Racine carrée de 121, c'est 11. Et donc après, on s'occupe de racine carrée de 44. Racine carrée de 44, c'est racine carrée de 4 fois 11. Donc c'est racine de 4 fois racine de 11. Donc ça fait 2 fois racine de 11. Et c'est bien ce qu'on nous avait demandé. Donc dans l'énoncé, voilà, c'était ici. Alors, on vous parlait d'unité de longueur. Hein. Qu'est-ce que c'est une unité de longueur? En fait, l'unité de longueur elle est directement reliée à ce que vous avez choisi comme repère. Donc, l'unité de longueur, c'est la norme des vecteurs. Donc, dans un repère orthonormé, hein, c'est la norme des vecteurs unitaires. Voilà. Donc, ici, par rapport aux coordonnées qu'on a choisies, eh bien, la longueur OA, en fait, c'est une unité de longueur. Donc, on a 2 racines de 11 sur 11, unité de longueur. Cela nous amène à la question 3. On admettra que l'aire du quadrilatère PQCD en unité d'aire est égal à 3 racines de 11 sur 8. Calculez le volume de la pyramide SPQCD en unité de volume. Alors si on essaie de se représenter ce que c'est que cette pyramide SPQCD, alors c'est difficile avec le schéma qu'ils nous ont fourni, mais il faut que vous imaginiez bien que en fait c'est la pyramide qui est coupée selon le plan SPQCD et dont on ne garde que le haut. Donc c'est la pyramide qui va avoir pour base par exemple le PQCD, le quadrilatère, et qui va avoir du coup comme hauteur cette pyramide, eh bien ça va être la hauteur HS. Alors ici ça paraît pas flagrant que SH est orthogonal au plan PQCD, mais on a prouvé que c'était le cas. Voilà. Donc SH finalement, c'est la hauteur de la pyramide. Donc il nous faut l'aire de la base, donc du quadrilatère PQCD, mais l'énoncé nous l'a donné. Et il nous faut la distance SH, et on la connaît puisqu'on l'a calculée dans la question précédente. Donc la formule qui donne le volume V égale 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur de la pyramide, eh bien puisqu'on nous a donné ici, on connaît l'aire de la base, c'est l'aire du quadrilatère PQCD, on vient de nous dire que c'était 3 racines de 11 sur 8. Cela va nous donner donc 1/3 de 3 racines de 11
sur 8 que je vais multiplier par la hauteur. Et la hauteur, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente. Alors, on nous avait donné hein, la réponse, c'était 2 racine de 11 sur 11. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? Eh bien, si je ne veux pas utiliser ma calculatrice, je peux très bien y aller de cette manière-là. Donc déjà, je fais des multiplications. Il n'y a que des multiplications au numérateur, que des multiplications au dénominateur. Donc déjà, je me rends compte que les 3 vont pouvoir être simplifiés. Ensuite, je me rends compte que racine de 11 fois racine de 11, eh bien, ça fait racine de 11 au carré. Racine de 11 fois racine de 11, ça fait 11. Donc en fait, racine de 11 fois racine de 11 qui fait 11, je peux le simplifier avec le 11 qui est au dénominateur également. Et enfin, il me reste quoi? Il me reste 1 fois 2, donc 2, 2 sur 8. Et 8, c'est 2 fois 4. Donc en fait, ça fait 2 sur 2 fois 4. Donc finalement, je peux simplifier par 2 encore. Et ça me donne 1/4. Voilà pour le volume de cette pyramide en unité de volume. Donc ici, après, il faudra savoir, si jamais je veux la convertir en centimètres cubes, eh bien, il faudra que je compte sur mon graphique ce que faisait une unité de volume. Je vous rappelle dans l'espace ce que c'est qu'une unité de volume. Si vous avez 3 axes comme cela, eh bien, vous regardez ce que vaut 1 ici, ce que vaut 1 ici, ce que vaut 1 ici. Et donc, l'unité de volume, eh bien, c'est le petit cube qui va se trouver comme ça sur votre graphique. Voilà. En gros, c'est un cube d'arête 1, d'arête une unité, d'où le nom d'unité de volume. C'est-à-dire quand on va calculer un volume dans l'espace, eh bien, par rapport au repère qu'on a choisi, on va donc avoir cette unité de volume qui est ce petit cube. Et dans un volume d'une forme géométrique qu'on aurait devant nous, par exemple ici la pyramide, eh bien, on va chercher à savoir combien on peut mettre de petits cubes comme ça. Et donc ici, là, c'est 1/4. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, puisque finalement, ça fait 0,25 unités de volume. Ça veut dire qu'on a besoin d'1/4 de petits cubes d'arête 1. Mais en réalité, si vous regardez ici notre schéma, eh bien déjà, il faut bien vous rendre compte de ce que c'est qu'une unité de volume. Donc, on a dit c'est un petit cube d'arête 1. Donc, en fait, ce serait un cube qui aurait pour arête OA, OB, OS. Donc, vous voyez, ça serait un cube qui serait déjà grand par rapport à la pyramide. Et donc ici, on vient prendre une pyramide qu'on a tronquée, donc c'est encore plus petit, visiblement, ça vaut 1/4. En tout cas, c'est cohérent par rapport à l'unité de volume qui serait un gros cube, je le répète ici, d'arête OA, OB, OS. Cela nous amène à la partie C qui va être en fait une interprétation de ce qu'on a fait juste avant. Alors on nous dit pour l'anniversaire de ces deux jumelles, Anne et Fanny, Madame Nova a confectionné un joli gâteau en forme de pyramide équilatère dont les diagonales du carré de base mesurent 24 cm. Bon bref, on est dans le cadre effectivement de la même figure géométrique que les parties A et B, tout simplement. Elle s'apprête à le partager en deux équitablement en plaçant son couteau sur le sommet. Donc voilà, comme on aurait tous coupé en deux, elle s'apprêtait à faire ça, sauf que c'est alors qu'Anne arrête son geste et lui propose une découpe plus originale. Elle lui dit « Place la lame sur le milieu d'une arête parallèlement à un côté de la base, puis coupe en te dirigeant vers le côté opposé. » Donc là, on vous décrit la découpe sur le côté, sauf que la différence entre cette découpe et la réelle, c'est qu'en fait, elle lui avait dit de mettre le couteau au milieu d'un côté. Ici, clairement, vous voyez, là, c'est parallèle à un des côtés du carré de base, mais elle n'a pas placé son couteau au milieu. Donc en fait, quand elle place son couteau au milieu, on est vraiment dans le cadre de l'exercice qu'on a fait juste avant. En effet, si on place le couteau au milieu du côté, donc on se place en P et en Q, et on va couper selon le plan PQCD. Et donc en fait, ce qu'on va obtenir, c'est une part qui va être la petite pyramide dont on a calculé le volume en unité de volume juste à la question précédente, et l'autre part qui va être le bas de cette pyramide. Et donc on vous dit que Fanny, donc la sœur de Anne, Anne qui avait proposé la nouvelle découpe, Fanny a des doutes, les parts ne lui semblent pas équitables. Est-ce le cas? Et donc il faut justifier la réponse. Alors le mieux, c'est peut-être de calculer le volume des deux parts et de voir si les deux volumes sont égaux ou s'il y a une part qui a un volume plus grand que l'autre.
Alors, ce qui a pu vous piéger, si vous avez tenté de faire cet exercice avant de regarder la correction, eh bien, c'est qu'en fait, dans l'énoncé, on a déjà calculé le volume de la pyramide, qui est la pyramide SPQCD, qui est égale à 1/4 d'unité de volume. Alors, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1/4 du fameux cube unité de volume, celui dont je vous ai parlé dans la question précédente, hein. Donc c'est l'unité de volume, c'est un cube d'arête 1 sur 1 sur 1. Donc du coup ici c'est 1/4 de ce cube-là. N'allez pas penser que quand vous trouvez 1/4 d'unité de volume, en fait ça veut dire que c'est 1/4 de la pyramide. L'unité de volume, ça n'est pas la pyramide. L'unité de volume, c'est le cube d'arête 1. Donc c'est un cube qui aurait pour arête OA, OB, OS. Donc, on ne peut pas comparer tout de suite ce volume au volume de la pyramide. Alors déjà, est-ce qu'on connaît le volume de la pyramide? Eh bien oui, dans la partie A, nous avions calculé le volume de la pyramide SABCD, donc la grande pyramide, et on avait trouvé que ce volume, c'était 1152 cm3. C'est là qu'il y a une subtilité sur la différence entre unité de volume et centimètre cube. Pour comparer ces deux volumes, il faut que je sois dans la même unité. Donc, soit je choisis d'exprimer les deux en unité de volume, donc c'est-à-dire par rapport au fameux cube dont on a parlé, soit je décide d'exprimer les deux en centimètres cubes, auquel cas, eh bien, ce seront des petits cubes de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Mais dans tous les cas, il faut que je me mette d'accord. Le mieux, c'est peut-être de mettre en centimètres cubes. Enfin, finalement, il n'y a pas de mieux, c'est comme vous voulez. Mais on peut regarder une unité de volume, ce que ça vaut en centimètres cubes. Donc, l'unité de volume, en centimètres cubes, l'unité de volume, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, on a dit l'unité de volume, c'était un cube d'arête OA, OB, OS. Alors là, je les ai mis en pointillés pour que ça ressemble à ce qu'on avait sur notre graphique ici. OB qui se trouve là, OA qui se trouve là, OS qui se trouve ici. Donc, si après je vois le cube correctement, normalement ces arêtes-là, je les vois, elles n'ont pas à être en pointillé. Quoi qu'il en soit, il faut que je calcule combien il y a de centimètres cubes dans ce cube, puisque ce cube, je rappelle, c'est une unité de volume dans mon repère. Donc, l'unité de volume dans mon repère, je me demande combien il vaut de centimètres cubes. Donc ça, c'est un cube de 1 sur 1 sur 1 dans mon repère. Mais dans la réalité, on a dit que les diagonales du carré en bas mesuraient 24 cm. Donc on avait déjà dit qu'une moitié de diagonale, du coup ça fait 12 cm. Donc en fait, ce cube-là, si je le vois en centimètres et plus en unité de longueur de mon graphique, eh bien, je vais dire que ça vaut 12 cm, 12 cm et 12 cm. C'est-à-dire partout, ça valait une unité de longueur dans le repère, et bien finalement, ça correspond en centimètres à 12 cm. Ce qui veut dire que l'unité de volume, une unité de volume, et bien finalement, ça correspond à 12 fois 12 fois 12 cm. Ce qui va me donner des centimètres cubes, puisque j'aurai multiplié des centimètres avec des centimètres avec des centimètres. Et donc, ça va nous donner, eh bien, 1728 cm3. Donc, ça veut dire que dans mon cube d'arête 1, donc dans un cube qui définit l'unité de volume, je peux mettre 1728 petits cubes de 1 cm3. Donc de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Donc la question c'est, eh bien du coup, 1/4 d'une unité de volume, ça représente donc 1/4 de 1728 cm3. Et donc, il faudrait que je calcule combien ça fait pour savoir si c'est la moitié de ce volume-là, qui était le volume de la pyramide totale. Comme ça, j'aurais transformé le volume de la petite pyramide, qui était en unité de volume, je l'aurais transformé en centimètres cubes, et je pourrais désormais le comparer au volume de la grande pyramide, qui est en centimètres cubes. Alors, si on fait ce calcul, donc le volume, donc c'est 1/4 de l'unité de volume valant 1728 cm3, et bien ça nous donne 432 cm3. Donc ça veut dire que le volume de la petite pyramide vaut 432 cm3.
Le volume total de la pyramide, c'est 1152 cm3. Donc clairement, 432 n'est pas la moitié du volume total de la pyramide, donc le partage n'est pas équitable. Alors comment l'écrire? Soit vous l'écrivez comme ça, 432 n'est pas la moitié de 1152, soit vous calculez la moitié de 1152, vous voyez combien ça fait, et vous dites, ah bah ça fait pas 432. Donc moi je choisis de dire, or 1152, si je le divise par 2, ça n'est pas égal à 432. Donc le partage proposé par Anne n'est pas équitable. Vous auriez pu, une fois que vous saviez combien une unité de volume faisait de centimètres cubes, eh bien plutôt que de transformer le 1/4 d'unité de volume en centimètres cubes, vous auriez pu aussi choisir de transformer les centimètres cubes en unités de volume. Voilà. Donc vous auriez pu faire ce petit calcul-là, et donc vous auriez comparé des unités de volume, et vous auriez pu savoir la même chose, puisque finalement un partage équitable, c'est une question de proportion. Donc ce n'est pas l'unité qui est importante, l'essentiel c'est est-ce qu'il y en a un qui représente la moitié du volume total, ou est-ce que les deux volumes sont égaux. Donc c'est une question de proportion. Voilà, on a fini. Tout est bien compris, je l'espère pour vous. Il y a d'autres exercices qui existent, il faut diversifier au maximum tous les exercices que vous pouvez faire. Travailler sur des volumes, travailler sur des angles, je vous mets d'autres sujets en lien avec les angles. Il faut que vous fassiez un maximum de sujets de baccalauréat pour être formé et ne pas avoir de surprise, ou plutôt le moins possible, le jour de l'épreuve. À bientôt!